Bernard N. Nathanson. Je m'appelle Bernard N. Nathanson. Je suis docteur en obstétrique et gynécologie. Et je pense avoir une certaine expérience en matière d'avortement. Il est vrai que, quand j'étais étudiant en médecine, en 1949, la science des études sur le fœtus n'existait pas. On nous enseignait que l'enfant qui n'est pas encore né, le fœtus, était quelque chose dans l'utérus. Mais personne ne pouvait affirmer s'il s'agissait ou non d'un être humain. Et si cet être humain possédait des qualités personnelles uniques. Les années 1970 ont mis fin à cette période de doute. C'est à ce moment-là que la science de l'étude du fœtus fait irruption dans le monde médical. À l'origine de cette science, l'arrivée de nouvelles techniques avancées, telles que la visualisation ultrasonique, le contrôle électronique du cœur fœtal, l'étude du fœtus, l'examen de l'utérus, la radiochimie et bien d'autres technologies tout aussi étonnantes, qui constituent de nos jours l'essentiel de cette science toute nouvelle. Les ultrasons en temps réel, c'est-à-dire la visualisation de l'enfant en mouvement, sont devenus un instrument clinique dès 1976. La salle où se pratique l'examen par ultrason comprend une table d'examen courante et l'appareil de visualisation ultrasonique lui-même. C'est la machine volumineuse que vous voyez ici. La femme enceinte se met en position sur la table d'examen. L'abdomen est couvert de manière appropriée. La tête de l'instrument est placée au-dessus de l'utérus. Cet instrument est principalement formé d'un quartz qui envoie des ondes sonores haute fréquence en pulsation et d'un transducteur qui reçoit les échos de ces ondes, lesquelles sont enregistrées par un ordinateur qui ensuite les compose en une image reconnaissable de l'enfant à l'intérieur de l'utérus. Les images de l'enfant peuvent être présentées par balayage linéaire, technique servant aux grossesses avancées, ou par balayage de secteur, méthode plus précise pour représenter le fœtus à un stade de grossesse moins avancé, tel que celle-ci. L'image, créée à partir des échos, a une définition vraiment étonnante. Et cet instrument est tellement précis que l'on peut apercevoir les petites valvules du cœur s'ouvrir et se fermer au rythme des contractions du cœur. Pour la première fois, les parents peuvent avoir un aperçu de l'enfant qui n'est pas encore né grâce à cette technologie spectaculaire. Et cette même technologie, ces machines et ces appareils dont nous faisons maintenant un usage quotidien nous ont convaincus que, sans aucun doute, l'enfant qui n'est pas encore né est, lui aussi, un être humain comme nous, un membre de la communauté humaine, possédant toutes les caractéristiques qui nous sont propres. Pour la première fois, la technologie nous donne l'occasion de voir l'avortement du point de vue de la victime. La visualisation ultrasonique nous permet cette approche. Et maintenant, pour la première fois, nous allons observer un enfant déchiré, démembré, désarticulé, broyé et détruit par les impitoyables instruments d'acier de l'avorteur. Nous pouvons observer ici le développement de cet enfant depuis le tout début de la phase prénatale, depuis les tout premiers instants et jusqu'au dernier stade de cette phase. Voici l'enfant à 4 semaines, 8 semaines, 12 semaines, à 16 semaines, à 18 semaines,
à 20 semaines et à 28 semaines. Vous pouvez voir qu'il ne se produit aucun changement frappant ou extraordinaire dans la forme ou dans la substance de cet enfant durant ce stade de croissance. Maintenant, ce petit être de 12 semaines est manifestement un être humain entièrement formé. Son cerveau émet des ondes depuis au moins 6 semaines, son cœur bat depuis peut-être 8 semaines, et toutes ces autres fonctions humaines sont absolument identiques aux nôtres. Ce livre, qui s'intitule Williams Obstetrics, 16e édition, écrite en 1980, est un manuel standard qui est utilisé dans toutes les écoles de médecine des États-Unis. La préface de ce livre, publiée en 1980, nous éclaire. Heureusement, nous sommes maintenant à une époque où le fœtus peut être considéré et traité avec raison comme un second patient. Qui aurait pu rêver, il y a quelques années seulement, que nous pourrions, en tant que docteurs, nous mettre au service du fœtus? L'éthique et les préceptes médicaux traditionnels nous interdisent de détruire nos patients et nous rappellent aussi à notre serment de préserver la vie. Voyons maintenant ce que l'avortement préserve à notre seconde patiente. Voici le fœtus de 12 semaines dans l'utérus. L'utérus étant ce muscle entourant l'enfant. Lorsque l'avorteur commence son travail, en premier lieu, il place cet instrument, que l'on appelle un spéculum, dans le vagin de la patiente et l'ouvre ensuite, ce qui lui permet d'observer le col de l'utérus que l'on voit ici. Après avoir examiné l'utérus, l'avorteur prend alors cet instrument, appelé ténaculum, et ensuite, en le passant à travers le spéculum et le fixant fermement sur le col de l'utérus, comme ceci, en pinçant le ténaculum pour le fermer, ce qui permet de le maintenir fermement sur le col de l'utérus, comme ceci, c'est à ce moment-là qu'un autre instrument, la sonde, entre en jeu. L'avorteur introduit alors cet instrument dans l'utérus, puis il le retire, ayant ainsi déterminé la profondeur et par la même occasion la largeur de l'utérus. On utilise ensuite ce jeu d'appareils de dilatation, ces instruments métalliques recourbés, pour ouvrir le col de l'utérus, afin d'y introduire, pour terminer, les instruments d'avortement proprement dits. L'avorteur place d'abord le plus fin de ces instruments à l'intérieur du col de l'utérus, de façon à le dilater. Il le fait tourner de manière à disposer d'un diamètre plus grand. Il introduit cette extrémité et continue de l'introduire de façon à disposer de diamètres de dilatation de plus en plus grands, grâce à cet instrument de dilatation. Il prend alors un instrument appelé appareil de succion. Cet appareil est contenu dans un emballage de plastique. Le médecin le sort de son enveloppe stérile et l'insère jusque dans l'utérus à travers le col dilaté dans le but d'aller percer le sac qui entoure et protège l'enfant, permettant ainsi d'aspirer la totalité du liquide amniotique. L'instrument est alors en contact direct avec l'enfant, avec une pression d'environ 55 mm de mercure qui est appliquée à l'un des instruments, auquel on a fixé un tuyau de succion long et épais et qui est relié à la machine d'avortement, c'est-à-dire la machine qui se trouve de l'autre côté. La curette de succion commence alors à mettre l'enfant en morceaux.